Merci, bonjour à tous. Je remercie donc Maître Laurent Petiti pour votre invitation. Je commencerai cette présentation par un certain nombre de remarques préalables. Attendez, voilà, que vous voyez affiché sur cette première diapositive. La première remarque concerne la distinction entre les conditions de recevabilité du renvoi préjudiciel et les conditions de compétence de la Cour de justice. Lorsqu'elle se prononce par ordonnance, la Cour de justice distingue bien entre les demandes manifestement irrecevables des cas où elle est manifestement incompétente, et elle se réfère pour cela à l'article 53 du règlement de procédure. Toutefois, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, la Cour de justice, dans ses arrêts et dans ses ordonnances, opère parfois une confusion entre l'irrecevabilité et l'incompétence. La deuxième remarque concerne la présomption de recevabilité des questions préjudicielles qui a été largement soulignée par l'avocat général Collins. J'ajouterai simplement qu'effectivement, les requérants ne bénéficient pas d'un droit au renvoi préjudiciel. En revanche, la Cour de justice reconnaît aux juridictions un droit de saisir la Cour, d'où l'intérêt justement de se saisir de cet instrument, parce qu'à partir du moment où la question est effectivement posée, il y a de fortes chances que la Cour se prononce et réponde à la question. On peut chiffrer à peu près à 5% des renvois préjudiciels qui sont rejetés par la Cour de justice, donc c'est un chiffre qui est assez faible. Troisième remarque, il faut relever, ça a été cité à plusieurs reprises, que la Cour de justice publie depuis de nombreuses années des recommandations à l'attention des juridictions nationales relatives à l'introduction des procédures juridictionnelles. Les dernières datent du 8 novembre 2019. C'est un document extrêmement utile pour les juridictions nationales et donc pour les plaideurs pour savoir exactement comment rédiger une question préjudicielle. Quatrième et dernière remarque préalable, ça a été d'ailleurs dit de manière indirecte par l'avocat général, la Cour ne se prononce pas toujours sur la recevabilité du renvoi. D'ailleurs, dans la plupart des temps, elle ne se penche pas sur cette question-là, à moins que soit d'office, soit l'avocat général, soit les parties intervenantes et soulever des doutes concernant ce point. Et donc, dans ce cas-là, on aura effectivement au début de l'arrêt des considérations liminaires concernant la recevabilité de la question. Ces préalables étant faits, vous voyez ici exposé les 5 conditions pour poser une question préjudicielle. Je ne reviendrai pas sur les 5 dans le détail. Donc, seule une juridiction peut poser une question préjudicielle. Il faut qu'il existe un lien de rattachement avec le droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union doit être applicable également, non seulement rationné materiae, mais également rationné temporis. La Cour doit disposer d'éléments suffisants pour lui permettre de répondre à la question préjudicielle posée et la question posée doit être pertinente pour résoudre le litige. J'insisterai pour ma part sur les deux premières conditions. Donc, seule une juridiction peut poser une question préjudicielle. Cela paraît assez évident, mais ce qui est en fait peut être susceptible de difficultés et que c'est une notion autonome, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une notion qui est définie au niveau européen, indépendamment des qualifications nationales. Je précise également que lorsque l'organe qui pose une question n'est pas une juridiction, la Cour se déclare incompétente pour répondre à la question, mais dans certaines hypothèses, par exemple en 2020 dans l'affaire Banco de Santander, elle a déclaré la réponse irrecevable. Concernant donc, je reviens à l'autonomie de la notion, il existe tout de même une présomption favorable à la qualification de juridiction lorsque le droit national qualifie expressément un organe de juridiction. Dans l'hypothèse où la qualification de juridiction de l'organe est acquise ou présumée, il s'agit de déterminer si cet organe agit encore comme une juridiction à l'occasion de l'activité spécifique qui a donné naissance au renvoi préjudiciel.
Par exemple, concernant une chambre de l'instruction d'une cour d'appel française statuant en matière d'extradition, la Cour détermine si cette juridiction exerce dans la matière concernée une fonction de nature juridictionnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Elle l'a jugé dans une affaire Goïcoechea de 2008. Deuxième remarque générale concernant la notion de juridiction, là, il s'agit d'une jurisprudence qu'on qualifie souvent d'impressionniste. On peut même dire qu'à certains égards, c'est une jurisprudence casuistique. En effet, elle ne prend pas véritablement en compte des critères avec une liste définie et limitée, mais un ensemble d'éléments est pris en compte. Et cette liste n'est pas totalement fixe. Elle dit bien, hein, elle tient compte d'éléments, parfois elle fait référence à des critères tels que, et ensuite on voit on voit la liste des différents éléments. Les éléments sont cumulatifs, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous présents. On parlera, chez les Français, c'est une expression bien connue, de faisceau d'indices. D'une manière générale, son approche est extensive, ce qui la met d'ailleurs parfois en porte-à-faux avec sa jurisprudence sur le droit au recours effectif, où là, sa jurisprudence est un petit peu plus restrictive. Et ces éléments sont énoncés dans un arrêt fondateur prononcé en 1962, l'arrêt Wassen-Goebbels, et ils ont été ensuite systématisés dans un arrêt également extrêmement connu, l'arrêt Dorsch-Consult, prononcé en 1997. Ces 6 éléments qui sont régulièrement cités par la Cour, donc ces éléments sont au nombre de 6 et ils sont régulièrement cités par la Cour et ils sont repris dans les recommandations à l'attention des juridictions nationales que je mentionnais tout à l'heure et qui ont été publiées en 2019. Parmi eux, il existe des éléments que la Cour qualifiera de non absolus. Alors, quels sont ces éléments que l'on retrouve classiquement? Vous les voyez aussi listés ici. Et là encore, j'insisterai simplement sur certains d'entre eux, d'autant que l'avocat général en a déjà également parlé. Concernant l'origine légale de l'organisme, simplement un petit commentaire, c'est pour cette raison hein, que les tribunaux arbitraux conventionnels ne sont pas considérés comme des juridictions parce que précisément fait défaut son origine légale. Une remarque concernant le caractère obligatoire de sa juridiction. Alors, je m'y attarde un petit peu parce que cet élément prend deux sens, ce qu'en convient la Cour de justice, à savoir soit que les parties sont tenues de s'adresser à l'organe de renvoi, ou soit que les décisions de cet organe ont force obligatoire. La Cour vérifie les deux, mais l'importance du premier critère, donc l'obligation de s'adresser à l'organe de renvoi, a été atténuée par la jurisprudence récente de la Cour, ce qui ressort de l'ordonnance Merck Canada prononcée en 2014. En effet, dans cette ordonnance, la Cour a admis la recevabilité d'une question préjudicielle qui lui avait été soumise par un tribunal arbitral dont les décisions étaient contraignantes pour les parties et dont la compétence ne dépendait pas de l'accord de celle-ci. Donc, c'est bien le caractère contraignant qui a emporté la qualification de juridiction. Concernant la nature contradictoire de la procédure, simplement un commentaire. La Cour de justice rappelle que l'exigence d'une procédure contradictoire n'est pas un critère absolu. Elle l'a déjà dit en 1997 dans l'arrêt Dorsch-Consult et elle l'a rappelé en 2022 dans une affaire Minister. S'agissant de l'indépendance, l'avocat général Collins en a parlé abondamment. Je confirme hein, que la jurisprudence la plus récente de la Cour relative aux critères d'indépendance emporte des exigences renforcées à cet égard et elle l'a rappelé dans l'affaire Banco de Santander. Je pense que c'est lié au contexte actuel de fragilisation de l'indépendance des juges dans un certain nombre de pays de l'Europe centrale et dans 2 pays de l'Europe centrale et d'Europe de l'Est. L'autre condition
qui permet de qualifier la recevabilité ou la compétence de la condition et le lien de rattachement de l'affaire avec le droit de l'Union européenne. Et c'est la deuxième condition sur laquelle je voudrais m'attarder après la condition de qualification de juridiction. En effet, alors là encore, normalement c'est une condition de compétence, mais elle est parfois appréciée comme une condition de recevabilité. Indépendamment de ce problème de qualification, c'est ce problème de la recherche du lien de rattachement avec le droit de l'Union européenne est sûrement la question la plus délicate pour les plaideurs, et notamment depuis l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux. Pourtant, l'énoncé des textes du traité semble clair, puisque les textes prévoient la compétence de la Cour pour interpréter les traités et le droit dérivé et pour apprécier la validité du droit dérivé. En réalité, le problème tient surtout à la qualification de ce lien de rattachement avec le droit de l'Union, donc le rapport entre le litige et l'application du droit de l'Union. La Cour, dans sa jurisprudence, répond en ces termes. La Cour ne dispose pas de compétences lorsque la réglementation dont l'interprétation est demandée ne se situe pas dans le cadre du droit de l'Union européenne. Et concernant la Charte des droits fondamentaux, son raisonnement est le même, ainsi qu'elle l'a jugé dans l'arrêt Ackerberg-Franson de 2013. Effectivement, la Cour ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l'Union européenne. Pour le dire autrement, les droits fondamentaux ne s'appliquent que dans le champ d'application du droit de l'Union. Ou encore, les droits fondamentaux de l'Union ne sont pas applicables en eux-mêmes dans les situations internes. Dans un récent arrêt AK de 2019, la Cour a affirmé que le droit à un recours effectif qui est garanti par l'article 47 de la Charte et réaffirmé par la directive 2078 en matière d'emploi s'oppose à ce que des litiges concernant l'application du droit de l'Union puissent relever de la compétence exclusive d'une instance juridictionnelle qui ne se qualifie pas comme un tribunal indépendant et impartial. C'est seulement ainsi qu'elle peut évaluer si une juridiction est indépendante ou non. Deux questions se posent concernant le lien de rattachement. La première, elle a déjà été évoquée par l'avocat général Collins. La Cour peut-elle apprécier la compatibilité des règles nationales? Et ça a été aussi abordé par le professeur Dubout. En principe, sauf vraiment cette exception en matière d'UEM, la Cour ne peut pas le faire, mais elle procède bien volontiers à une reformulation des questions pour permettre en définitive de procéder à une telle évaluation de compatibilité. Deuxième question, pour entrer dans le cadre du droit de l'Union, le litige doit-il toujours avoir une dimension transnationale? Le cadre factuel doit-il toujours avoir un élément transfrontalier? Alors, pas nécessairement. Alors, c'est le cas, oui, quand sont en jeu des règles relatives aux libertés de circulation, ou s'il s'agit d'interpréter des directives adoptées justement dans le domaine des libertés de circulation, par exemple la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Mais pour la plupart des autres actes, leur champ d'application matérielle ne dépend pas de l'existence d'un élément transfrontalier. Donc finalement, il est très fréquent que l'on puisse effectivement se tourner vers le droit de l'Union européenne. Par exemple, la directive concernant les clauses abusives dans les contrats ou une directive de 2006 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Il n'est pas nécessaire que soit caractérisée une situation transnationale. Pour terminer cette présentation, je souhaiterais apporter quelques remarques conclusives, sachant qu'il l'expression a été utilisée précédemment, est-ce qu'on peut être dans la tête des juges et dans la tête des avocats? Je pense qu'il faut avoir bien conscience, et je pense que ça a été bien dit par les différentes personnes qui sont intervenues avant moi, à savoir que
les juridictions nationales, grâce au renvoi préjudiciel, s'émancipent d'une certaine manière. C'est un instrument d'émancipation. Alors, non seulement parce qu'ils opèrent un contrôle de conventionnalité, mais quand ils hésitent, ils peuvent tout à fait utiliser la question préjudicielle pour, d'une certaine manière, s'appuyer sur la Cour de justice afin d'opérer un contrôle de conventionnalité et gagner ainsi en légitimité. Et donc, les avocats sont également pour aider les juges nationaux dans cette émancipation. La Cour de justice, me semble-t-il, accompagne les juridictions nationales et elle est désormais très explicite dans ses recommandations. J'ai cité dans ce dernier slide le point 6 des recommandations. La juridiction de renvoi peut également indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel. Une telle indication s'avère utile pour la Cour, particulièrement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande dans le cadre d'une procédure accélérée, d'une procédure d'urgence. Donc, les juridictions sont particulièrement incitées à proposer des réponses dans ces procédures rapides, mais elles peuvent également, voire il serait très opportun qu'elles le fassent dans les procédures ordinaires. Et à mon avis, là, on a quand même une possibilité pour les avocats de faire évoluer le droit de l'Union européenne et de faire évoluer le droit de l'Union européenne dans le sens qui protège les intérêts de leurs clients. Pour proposer une réponse qui pourrait alors convaincre la Cour, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est de proposer une solution qui alors convaincrait la Cour. Il faut avoir alors conscience, je tombe un peu dans les généralités, que le droit européen repose sur des principes très très différents qui vont de la sécurité juridique, l'interprétation uniforme ou encore la confiance mutuelle, que c'est un système juridique extrêmement complexe qui comprend 27 États membres, 24 langues officielles et que les textes sont souvent imprécis, que l'on utilise fréquemment les objectifs du traité pour interpréter le droit européen, que c'est un système qui repose sur la culture du compromis au niveau des institutions européennes. De même, à la Cour de justice, le système est complexe, avec différentes chambres, des chambres à 3 juges, des chambres à 5 juges, une grande chambre, et toutes ces chambres ne décident pas forcément exactement dans la même direction. Ce que je veux vous dire là, c'est que les avocats ont, je pense, d'un point de vue juridique, des marges de manœuvre et peuvent faire preuve d'imagination pour interpréter le droit de l'Union et suggérer leur interprétation à la juridiction de renvoi qui ensuite pourra donc la proposer à la Cour de justice, voire convaincre la Cour de justice. Cette présentation du cadre juridique qui permet finalement, qui donne un certain nombre de libertés à l'avocat, doit également, à mon avis, être contrebalancée par ce qu'on en a appelé, dans une étude récente qui a été donc une thèse de doctorat publiée en 2022, en anglais, les extra-legal stating factors in the Article 267 of the TFUE. Alors, j'espère que la traduction est bonne. Donc, j'ai traduit par les facteurs juridiques et extra-juridiques, enfin, les facteurs extra-juridiques encadrant la jurisprudence de la Cour. Dans cette thèse très intéressante, il est dit, après une étude en fait des différents profils des juges et des avocats généraux, qu'au-delà en fait des aspects purement juridiques, on pouvait d'une certaine manière prédire l'orientation de la Cour de justice qui va globalement dans le sens d'une importance accordée à l'uniformité d'interprétation du droit de l'Union et son effectivité. Donc finalement, l'avocat devra naviguer entre ces, à mon avis, possibilités créatrices que lui donne le droit européen et ces contraintes sociologiques, on pourrait les appeler, qui ont été démontrées dans cette thèse de 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la professeure. Donc, nous avons retenu effectivement que nous devrons non seulement être dans la tête des juges, mais également faire une étude assez approfondie avant d'initier tout recours pour connaître un petit peu quelle pourrait être leur réaction.